Sous le sable muet des déserts égyptiens, des fragments d'un savoir éteint demeurent enfouis. Les temples brisés, les hiéroglyphes à demi effacés et les tombeaux scellés murmurent encore une langue que nous ne comprenons qu'à peine. D'où provenait ce souffle de connaissance qui permit d'ériger des monuments défiant le temps? Était-ce le fruit d'une lente maturation humaine ou l'écho d'un héritage plus ancien, oublié dans le pli des millénaires? Dans les ombres de l'histoire, entre mythe et mémoire, surgissent des indices. Mathématiques étrangement précises, médecine avancée, astronomie rigoureuse, récits mythologiques semblant garder la trace d'un passé plus vaste que lui-même. L'Égypte ancienne ne fut peut-être pas l'origine d'un savoir, mais son conservatoire. Ce voyage est une descente dans les profondeurs d'une énigme, la source invisible de leur science. Sous l'étendue infinie du désert, le silence règne comme une mer immobile. Chaque grain de sable déplacé par le vent semble un fragment de mémoire, un éclat de quelque chose de plus vaste qui s'est effondré. L'Égypte ancienne, avec ses temples et ses pyramides, n'est pas seulement un décor figé d'histoire, c'est une énigme qui continue de vibrer à travers les siècles, car derrière les colonnes brisées et les fresques effacées, il y a une question qui persiste, presque obsédante. D'où provenait ce savoir qui permit à une civilisation d'élever de telles structures et de concevoir des systèmes de pensée qui semblent, encore aujourd'hui, d'une étrange modernité? Le désert lui-même est une archive. Les tempêtes de sable ont effacé les traces de villes entières, mais elles ont aussi conservé des secrets. Sous ces dunes dorées, des tombeaux intacts ont reposé pendant des milliers d'années, livrant à notre époque des papyrus, des instruments, des amulettes, comme des messages adressés à un futur qu'ils n'avaient pas imaginé. Chaque découverte n'est pas seulement une ouverture vers le passé, elle est une fissure dans notre compréhension linéaire de l'histoire. Le sable, en ensevelissant, a aussi protégé. Il est devenu un gardien paradoxal, destructeur et conservateur à la fois. Lorsque les premiers explorateurs européens redécouvrirent les temples d'Abydos ou les vallées royales, ils furent frappés par le contraste entre la perfection des structures et l'oubli dans lequel elles avaient sombré. Comment une société capable de bâtir des monuments aux proportions précises, aux décorations minutieuses, avait-elle pu s'évanouir, laissant derrière elle seulement des énigmes? Ce n'était pas simplement une civilisation disparue, c'était une mémoire fracturée, une bibliothèque de pierres à demi effacée. Ce qui intrigue davantage encore, c'est la manière dont l'Égypte semble être née déjà mûre. Les premiers vestiges de la période dynastique ne montrent pas un lent apprentissage, mais une maîtrise soudaine, technique de taille, organisation sociale, cosmologie religieuse, comme si ce peuple n'avait pas construit progressivement son savoir, mais l'avait reçu, transmis par des sources antérieures, peut-être oubliées. Les sables ne disent pas clairement si ces connaissances furent inventées ou héritées. Ils posent seulement des indices, à moitié enfouis. On raconte que les prêtres de l'Égypte ancienne voyaient le désert comme une frontière entre le monde visible et le monde des esprits. Les tombeaux n'étaient pas seulement des lieux de repos, mais des portes. Derrière leurs murs, décorés de scènes mythologiques, s'étendait une géographie de l'invisible. En lisant les hiéroglyphes, on devine une logique secrète. Les morts étaient guidés à travers des chemins complexes, accompagnés de formules, comme si les Égyptiens avaient codifié une cartographie de l'au-delà avec la précision d'un atlas. Ce n'était pas seulement une religion, c'était une science de l'invisible, un savoir inscrit dans des rituels qui nous échappent encore. Les sables de Saqqara, par exemple, recèlent des pyramides bien plus anciennes et fragiles que celles de Gizeh. Certaines portent des textes gravés à l'intérieur, des incantations, des fragments de cosmologie, des instructions pour traverser les mondes. Ces textes ne sont pas de simples prières. Ils révèlent une conception du cosmos dans laquelle chaque étoile, chaque courant du Nil, chaque souffle de vent est relié à un ordre invisible. Le désert, en dissimulant ses écrits, les a préservés pour notre temps, comme si ce savoir avait attendu patiemment d'être redécouvert. Il est troublant de constater que l'Égypte n'était pas seule. D'autres civilisations, éloignées géographiquement, ont laissé, elles aussi, des traces d'une connaissance avancée. Calcul astronomique, mythe du déluge, architecture monumentale. Était-ce une simple coïncidence, ou bien les fragments d'un héritage commun, venu d'un temps plus ancien que celui que nous croyons connaître? Les sables égyptiens pourraient alors n'être qu'un chapitre d'un livre plus vaste, dont d'autres pages se trouvent en Mésopotamie, en Inde ou en Amérique ancienne. Chaque fouille archéologique ajoute une pièce à ce puzzle, mais le puzzle semble toujours plus grand que prévu.
des papyrus décrivant des techniques médicales complexes, des instruments de navigation, des outils qui ne semblent pas correspondre à leur époque. Ce sont des éclats isolés qui forment une constellation incomplète. Et chaque fois que l'on croit avoir compris, une nouvelle découverte remet tout en question. Le désert, dans son silence, se moque peut-être de nos certitudes. Les voyageurs qui ont traversé ces terres au fil des siècles ont tous rapporté le même sentiment, une impression d'étrangeté. Le sable infini, les ruines surgissant de l'horizon comme des mirages, donnent le sentiment de se trouver face à quelque chose qui dépasse l'humain, un savoir qui ne nous appartient pas ou pas encore. L'Égypte ancienne n'est pas seulement un souvenir historique, c'est une énigme active qui continue de travailler notre imagination et notre raison. Ainsi, les sables ne gardent pas seulement la mémoire d'un peuple disparu. Ils gardent la mémoire d'une question. Qu'est-ce que le savoir et d'où vient-il réellement ? Est-il le produit d'une lente évolution humaine ou bien le vestige d'une transmission perdue ? Ce doute persistant, cette ombre sur l'histoire, est ce qui fait vibrer encore aujourd'hui les ruines égyptiennes. Car peut-être que le désert, en son silence, murmure encore l'essentiel. Ce n'est pas tant ce que nous savons qui compte, mais ce que nous avons oublié. Et ce que nous avons oublié, l'Égypte, dans ses pierres et ses sables, semble l'avoir préservé à notre place. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous tournerons nos regards vers ce qui demeure l'un des plus grands mystères visibles de tous, l'étrange exactitude des pyramides, qui continue de défier toute explication simple. Lorsque l'on quitte l'horizon infini du désert pour se rapprocher des silhouettes massives de Gizeh, une impression étrange s'impose. Ces monuments ne paraissent pas seulement anciens, ils semblent hors du temps. Leurs lignes sont si nettes, leurs proportions si justes, que l'esprit hésite à croire qu'elles furent élevées par des mains humaines il y a des millénaires. L'exactitude des pyramides est une énigme silencieuse, un défi lancé à toute logique de progression historique. Car là où nous attendrions des essais maladroits, des structures tâtonnantes, nous trouvons une perfection immédiate, comme si la première page du livre égyptien avait déjà été écrite avec la maîtrise d'un savoir complet. Approcher la grande pyramide, c'est se heurter à une précision troublante. Les blocs, taillés et ajustés, paraissent en défier l'érosion du temps. Leurs joints, presque invisibles, laissent passer à peine la lame d'un couteau. Le monument n'est pas seulement immense, il est cohérent, orienté avec une exactitude qui surprend encore les chercheurs. Chaque angle, chaque face, semble avoir été pensé selon une logique qui dépasse l'utilité. Car une tombe, fût-elle royale, n'avait nul besoin d'une telle rigueur pour remplir sa fonction. Alors pourquoi cette obsession de la justesse, cette quête d'une exactitude absolue ? Les chroniques antiques, de l'historien grec Hérodote aux récits arabes médiévaux, se sont interrogés sur ce mystère. Certains parlaient en tête d'esclaves innombrables, d'autres d'ingéniosité technique, d'autres encore d'un héritage plus ancien, transmis par des peuples oubliés. Mais aucune de ces versions n'épuise le mystère. L'étrangeté demeure dans les détails. Pourquoi les pyramides furent-elles orientées vers des points célestes précis ? Pourquoi les proportions rappellent-elles des rapports naturels que l'on retrouve dans le rythme des saisons, dans les formes de la nature, voire dans les relations entre la Terre et les astres ? Ces correspondances semblent trop fines pour être le fruit du hasard. Dans le silence de ces pierres, certains perçoivent une volonté cachée. Non seulement ériger un tombeau, mais aussi inscrire un message. Un message destiné peut-être non aux contemporains, mais aux générations futures. Car une pyramide n'est pas fragile. Elle traverse les siècles sans s'effondrer, sans se laisser effacer. C'est une mémoire construite dans la pierre, une mémoire qui n'attend pas d'être lue, mais de durer. Les Égyptiens voyaient le monde comme un tissu d'équilibre. Les cycles du Nil, les mouvements des étoiles, les souffles du vent, tout participait d'une harmonie que l'homme devait refléter. La pyramide, par sa précision, semble vouloir incarner cette harmonie terrestre et céleste. Elle est à la fois montagne et étoile, tombe et cosmos. L'exactitude n'y est pas utilitaire, elle est sacrée. Elle traduit une vision où la rigueur de la pierre répond à l'ordre invisible du monde. Mais cette exactitude ne cesse de troubler, car elle suppose une connaissance étonnamment développée dès les premiers temps de l'histoire égyptienne. Les générations qui suivirent, malgré leurs propres réalisations, ne retrouvèrent pas toujours ce même degré de perfection, comme si un sommet avait été atteint très tôt, puis s'était estompé avec le temps. Cela nourrit l'idée d'un savoir hérité, d'une transmission mystérieuse.
Les bâtisseurs auraient pu recevoir des principes anciens, peut-être venus d'une civilisation disparue dont l'ombre plane encore sur l'histoire. Les légendes égyptiennes elles-mêmes évoquent des rois mythiques, des temps antérieurs, où des dieux ou des demi-dieux auraient en régné, enseignant aux hommes les arts et les sciences. Pour les prêtres de l'Antiquité, la pyramide pouvait être la survivance matérielle de ces âges d'or oubliés. Même si l'historien moderne préfère rester prudent, il est difficile de ne pas sentir, devant ces masses silencieuses, une impression de décalage. La pyramide n'est pas seulement une construction, c'est un rappel, une anomalie au cœur du désert. Ce qui ajoute à l'étrangeté, c'est la manière dont ces monuments dialoguent avec le ciel. Leurs alignements semblent répondre aux constellations, comme si la Terre et le cosmos avaient été unis dans un seul projet. Les Égyptiens ne séparaient pas le ciel de la terre, les deux étaient dans le miroir l'un de l'autre. L'exactitude des pyramides pourrait donc être une tentative de fixer dans la pierre l'ordre céleste, de rendre tangible une vérité invisible. Elles seraient alors non seulement des tombes, mais des cartes, des temples, des ponts entre deux mondes. Certains fragments de récits anciens parlent des bâtisseurs comme d'initiés, détenteurs de secrets jalousement gardés. Le savoir en Égypte n'était pas diffusé à tous. Il appartenait aux prêtres, aux scribes, aux architectes sacrés. L'exactitude des pyramides pouvait donc être la manifestation de cette science cachée, transmise dans le silence des temples, protégée de la foule. Cette idée rejoint celle d'un savoir préservé et réservé, peut-être héritage de temps plus anciens encore. En contemplant ces structures, on ressent une tension. D'un côté, l'explication rationnelle, faite d'organisation, de travail acharné, de calculs précis. De l'autre, la sensation persistante d'un excès, d'une exactitude qui dépasse ce que nécessitait une société humaine à ce stade. Entre ces deux pôles, le mystère demeure. Et ce mystère, c'est précisément ce qui fascine. Les pyramides, cette main, ne nous livrent pas seulement une leçon d'architecture. Elles nous posent une question. Pourquoi cette quête d'absolu ? Peut-être que l'exactitude des pyramides est moins un problème à résoudre qu'une invitation à percevoir autrement l'histoire. Elle nous rappelle que le passé n'est pas linéaire, qu'il peut contenir des éclats de savoir inattendus, des fulgurances que nous ne savons pas toujours expliquer. Le désert conserve ces énigmes comme des pierres précieuses, offertes à qui ose les contempler sans chercher à tout réduire en certitude. Et lorsque l'on s'éloigne à nouveau des pyramides, que leurs silhouettes s'effacent dans la brume dorée du désert, une autre énigme se profile déjà, celle de la géométrie sacrée qui se cache derrière leurs proportions et leurs formes, comme un langage silencieux gravé dans la pierre. Lorsque l'on contemple les monuments de l'Égypte ancienne, un sentiment étrange se dégage. Derrière les formes visibles, il y a une logique invisible. Les pierres s'alignent comme si elles obéissaient à une musique muette, une harmonie que nous ne percevons qu'à demi. Ce n'est pas seulement de l'architecture, c'est une écriture dissimulée dans les proportions, une géométrie qui semble être la clé d'un langage universel. Les anciens Égyptiens, à travers leurs temples, leurs pyramides et même leurs objets rituels, paraissent avoir cherché à traduire le monde en forme. Non pas en chiffres ou en calculs comme nous le ferions, mais en structures qui reflétaient l'ordre profond de la nature et du cosmos. La géométrie sacrée est ce murmure qui traverse les âges. Elle suggère que les formes ne sont pas neutres, elles possèdent une charge, une signification, une résonance. Un carré n'était pas pour eux une simple figure plane, mais l'image de la stabilité et de la terre. Le cercle représentait le cycle, l'éternel retour, l'infini qui n'a ni début ni fin. La pyramide, par son élévation triangulaire vers le ciel, devenait le pont entre l'humain et le divin. Ces correspondances ne sont pas de simples symboles décoratifs. Elles traduisent une vision où la forme incarne une vérité. En parcourant les temples de Karnak ou de Luxor, on découvre des alignements qui ne doivent rien au hasard. Les colonnes se dressent selon des rythmes, les cours s'ouvrent sur des perspectives calculées, comme si chaque espace avait été pensé pour produire un effet précis sur l'esprit. Entrer dans un temple égyptien, ce n'était pas seulement pénétrer dans un lieu sacré, c'était entrer dans une expérience géométrique. Les formes guidaient le regard, élevaient la pensée, conduisaient le visiteur vers une perception subtile d'un ordre plus vaste. Les mythes égyptiens eux-mêmes portent la trace de cette sensibilité aux formes. Le carré pouvait évoquer les 4 piliers du monde, le triangle, l'élan de la création, la spirale, le mouvement du soleil et de l'éternité. Les prêtres, gardiens du savoir, ne transmettaient pas ces notions comme des théories, mais les incarnaient dans la pierre. Chaque édifice était une leçon silencieuse,
une école où l'on n'apprenait pas par des mots, mais par la contemplation des formes. Ce qui est fascinant, c'est que cette géométrie sacrée ne se limite pas à l'Égypte. On la retrouve dans des civilisations éloignées, séparées par les mers et les continents. Les cercles de pierre en Europe, les mandalas en Inde, les figures géométriques des temples mésoaméricains, tous semblent te traduire une même intuition, celle que l'univers est tissé de formes récurrentes. Était-ce le fruit de découvertes indépendantes, ou bien la survivance d'un savoir commun, transmis de manière fragmentée à travers les âges? L'Égypte, par sa puissance et sa permanence, a peut-être été le conservatoire le plus éclatant de cette science des formes. Les proportions de certains monuments semblent épouser des rapports mystérieux, présents aussi dans les coquillages, dans les fleurs, dans les trajectoires des astres. Ce n'est pas ici une question de calcul exact, mais de correspondance sensible. Les bâtisseurs égyptiens paraissent avoir pressenti que la beauté véritable n'est pas arbitraire, qu'elle naît d'un accord entre l'humain et le cosmos. La géométrie devenait alors un langage sacré, une manière de dialoguer avec le monde invisible. Ce langage résonne encore aujourd'hui. Les voyageurs qui se tiennent devant les grandes colonnes de Karnak ou devant la silhouette d'une pyramide décrivent souvent une sensation de vertige calme, une impression d'équilibre et de mystère. C'est comme si la géométrie sacrée continuait d'agir, traversant les siècles pour toucher l'esprit moderne, même lorsqu'il ne connaît plus le sens originel des formes. Le pouvoir de cette géométrie est d'être universelle. Elle ne s'adresse pas seulement à la raison, mais aussi à la perception intime. Est-il possible que cette science des formes ait été perçue par les anciens comme une clé spirituelle? En reproduisant les proportions de la nature, en alignant la pierre sur les rythmes du ciel, ils cherchaient maintenant peut-être à se relier à une source plus haute. Construire devenait un acte rituel, une manière d'harmoniser l'homme avec les puissances invisibles. Ainsi, la géométrie n'était pas abstraite, elle était vivante, respirante, inscrite dans la trame du sacré. Ce savoir transmis par les prêtres et les architectes initiés n'était pas ouvert à tous. Il appartenait à une élite spirituelle qui en comprenait les symboles et les résonances. Les hiéroglyphes eux-mêmes, avec leurs formes stylisées, participaient au sein de cette logique. Écrire, c'était tracer des figures sacrées, inscrire des formes qui liaient le visible et l'invisible. Les échos de cette géométrie sacrée se retrouvent dans des légendes qui parlent de plans gravés dans le ciel, de temples construits en imitation de l'ordre cosmique, de pharaons guidés par des révélations venues d'au-delà du temps. L'idée n'était pas seulement de bâtir pour aujourd'hui, mais de bâtir pour l'éternité, de fixer dans la pierre une part de l'harmonie universelle. Contempler ces formes aujourd'hui, c'est se tenir à la frontière entre la beauté visible et une profondeur cachée. Même sans comprendre les intentions précises des anciens, on peut ressentir la vibration silencieuse qui émane de ces structures. La géométrie sacrée n'est pas une science morte, mais une musique qui continue de résonner à travers les siècles. Elle nous rappelle que le monde n'est pas chaos, mais ordre voilé, que la beauté des formes n'est pas décor, mais langage. Et dans ce langage, les Égyptiens ont inscrit leur savoir le plus intime. Chaque temple, chaque pyramide, chaque stèle devient un fragment de cette écriture cosmique. Les sables qui les recouvrent parfois n'ont pas suffi à les faire taire, car les formes parlent sans voix, elles transmettent un savoir qui ne s'éteint pas. Mais si les proportions et les formes portaient en elles un langage sacré, il existait un autre domaine où l'Égypte surprend encore davantage, celui de la connaissance du corps humain et des forces invisibles qui l'animent. Un savoir médical et spirituel qui, à bien des égards, semblait en avance sur son temps. C'est vers cette science secrète gardée par les prêtres lecteurs que nous nous tournerons à présent. Dans le silence des temples égyptiens, à l'ombre des colonnes couvertes de hiéroglyphes, se tenait une caste particulière, celle des prêtres lecteurs. Ces hommes, initiés au secret des dieux et au mystère des textes sacrés, portaient en eux une connaissance étrange, mêlant prières, incantations et remèdes soigneusement transmis. Pour les Égyptiens, soigner n'était pas seulement une affaire de corps, c'était une tâche sacrée, une lutte contre les forces invisibles qui trouvaient tant refuge dans la chair et l'esprit. La médecine n'était pas séparée de la religion. Elle en était une extension, un art divin confié aux gardiens des mots et des rituels. Les papyrus retrouvés dans les tombes et les caches de prêtres livrent des fragments de ce savoir. Le papyrus Ebers, par exemple, déroule une longue série de prescriptions. Baumes préparés à partir de miel, d'huile, de plantes, poudre réduite et appliquée sur des plaies, breuvages destinés à apaiser les douleurs ou à chasser les fièvres. Mais ces recettes
si elles semblent étrangement modernes, étaient toujours accompagnées de paroles sacrées. Un remède ne se limitait pas à sa substance matérielle, il devenait efficace par la récitation qui l'accompagnait, par le souffle qui liait le guérisseur au malade, et tous deux au monde invisible. Les prêtres lecteurs ne voyaient pas le corps comme une mécanique isolée, mais comme un carrefour où se rejoignaient des forces divines et humaines. Une maladie n'était pas simplement une altération physique. Elle pouvait être le signe d'un désordre spirituel, l'intrusion d'une force hostile, le rappel d'un serment oublié. Le rôle du guérisseur était alors d'équilibrer à nouveau ces courants, de restaurer l'harmonie invisible. Ainsi, l'incantation et l'onguent travaillaient de concert, l'un sur le plan de l'esprit, l'autre sur le plan de la matière. Les textes parlent aussi d'anatomie, de description du cœur, des vaisseaux, des organes. Mais là encore, la précision technique était inséparable d'une dimension sacrée. Le cœur, par exemple, n'était pas seulement un organe vital, il était le siège de la conscience, le centre de l'âme humaine. Lors du jugement des morts, c'est le cœur que l'on pesait contre la plume de Maat. Ainsi, pour soigner un malade, il fallait comprendre que chaque partie du corps était aussi un symbole, un lieu où se nouaient des forces invisibles. Ce savoir ne se limitait pas à l'Égypte. Les Grecs de l'Antiquité, lorsqu'ils découvrirent la vallée du Nil, furent frappés par l'avance de ces prêtres en matière médicale. Hérodote mentionne ces spécialistes capables de traiter les maladies de chaque partie du corps, comme s'il y avait eu une spécialisation médicale déjà constituée. Plus tard, certains textes grecs sembleraient en garder l'empreinte de ces connaissances. Ainsi, la médecine égyptienne, tout en restant voilée de sacré, pourrait avoir été l'une des sources de la science médicale méditerranéenne. Mais ce qui fascine encore davantage, ce sont les zones d'ombre. Certains remèdes paraissent si raffinés que l'on se demande comment ils furent découverts. L'usage du miel pour ses propriétés antiseptiques, les mélanges d'herbes capables de calmer des douleurs, ou encore les interventions chirurgicales rudimentaires suggèrent une expérimentation ancienne, une observation fine du corps et de la nature. Or, cette précision semble surgir sans étape visible, comme si un héritage ancien avait déjà offert aux Égyptiens des principes essentiels. Les prêtres lecteurs détenaient aussi une connaissance de la psyché humaine, même si le mot n'existait pas encore. Ils savaient que l'esprit peut rendre le corps malade, que la peur et la colère ouvrent la porte à des maux invisibles. Ils savèrent également que la parole, répétée avec force et confiance, pouvait apaiser ces troubles. Aujourd'hui, on parlerait d'effets psychologiques, de suggestions, mais à l'époque, tout cela relevait du sacré. Le malade guérissait parce qu'il croyait au pouvoir des mots, et parce que le prêtre lecteur savait unir les forces visibles et invisibles dans un même geste. Dans les sanctuaires dédiés à Imhotep, le sage devenu dieu de la médecine, les malades venaient chercher des songes guérisseurs. Ils dormaient dans les cours sacrées, espérant qu'un rêve leur apporterait le remède ou l'indication nécessaire. Là encore, le soin ne passait pas seulement par les mains, mais par une ouverture à l'invisible. Le sommeil devenait un chemin vers la guérison, les rêves une écriture secrète du corps et de l'âme. Ce qui subsiste de ces pratiques est à la fois familier et étranger. Nous reconnaissons les gestes médicaux, mais nous ne comprenons plus leur charge sacrée. Nous voyons des recettes, mais nous oublions l'importance de l'incantation. La médecine des prêtres lecteurs n'était pas une science froide, c'était un art vivant, enraciné dans la conviction que l'homme est lié à des forces plus vastes que lui. Leur héritage, malgré les millénaires, n'a pas totalement disparu. Dans certains remèdes populaires, dans certaines pratiques spirituelles, résonne encore cette idée qu'un soin véritable doit toucher à la fois le corps et l'âme. La modernité a séparé la médecine de la religion, mais l'Égypte ancienne nous rappelle qu'il fut un temps où les deux étaient inséparables. En quittant ces salles obscures où les prêtres murmuraient leurs incantations, une autre énigme se dresse déjà. Car au-delà du corps humain, les Égyptiens scrutaient aussi le ciel. Ils y cherchaient des signes, des cycles, des correspondances, comme si la santé de la terre et celle des hommes dépendaient aussi du mouvement des étoiles. C'est vers ces cartes du ciel et leurs constellations mystérieuses que nous tournerons désormais notre regard. Kabor Telis Ota. Lorsque la nuit tombait sur la vallée du Nil, les prêtres levaient les yeux vers le ciel avec une intensité qui nous échappe aujourd'hui. Là où nous voyons une voûte parsemée de lumière lointaine, ils percevaient une carte vivante, une écriture cosmique qui guidait le rythme des saisons, le destin des hommes et même le passage des âmes. Pour l'Égypte ancienne, le ciel n'était pas une abstraction lointaine, il était un livre sacré. Chaque étoile, chaque constellation portait un nom, une histoire, un pouvoir.
Observer le ciel, c'était lire un texte que les dieux avaient laissé ouvert pour ceux qui savaient le déchiffrer. Les temples égyptiens n'étaient pas seulement alignés avec soin sur les points cardinaux ou les axes terrestres. Beaucoup d'entre eux répondaient à des repères célestes. À Dendera, dans le temple d'Hathor, un zodiaque sculpté témoigne de cette obsession des étoiles. Ce disque mystérieux représente non seulement les constellations connues, mais aussi des figures qui intriguent encore les chercheurs. Était-ce une simple copie des astres visibles, ou bien la trace d'une cartographie plus ancienne, transmise par des traditions oubliées ? Le ciel pour les Égyptiens ne se limitait pas à l'observable. Il était un pont vers l'invisible. Les textes funéraires parlent souvent du voyage de l'âme parmi les étoiles. Après la mort, le défunt devait traverser les régions célestes, guidé par des formules inscrites dans son tombeau. Certaines âmes rejoignaient le cortège d'Osiris, d'autres s'unissaient à la barque solaire de Ré, naviguant éternellement dans le firmament. Ces récits ne sont pas de simples mythes. Ils révèlent une cosmologie où les constellations étaient dans des étapes, des repères pour l'au-delà. Ainsi, les cartes du ciel servaient autant aux vivants qu'aux morts. Le rôle des étoiles dans la vie quotidienne était tout aussi crucial. Le lever héliaque de Sirius, par exemple, annonçait la crue du Nil, moment vital pour l'agriculture et donc pour la survie de la civilisation. Mais cette observation pratique s'accompagnait d'une charge sacrée. Sirius était lié à la déesse Isis, protectrice des cycles et des renaissances. Chaque phénomène céleste n'était pas seulement une donnée utile, il était un signe divin. La science et le mythe se confondaient, formant un tout indissociable. Ce qui trouble les chercheurs modernes, c'est la précision avec laquelle certains monuments semblent avoir été orientés en fonction des étoiles. Les 3 pyramides de Gizeh, par exemple, rappellent l'alignement des étoiles de la ceinture d'Orion. Était-ce volontaire ou simple coïncidence ? Si cela était intentionnel, cela témoignerait d'une connaissance étonnamment avancée des mouvements célestes, bien avant que d'autres civilisations ne les étudient avec autant de rigueur. Les Égyptiens n'auraient donc pas seulement regardé le ciel, ils l'auraient inscrit dans la pierre, fixant dans leur monument l'image éternelle des constellations. Mais certains indices laissent entrevoir une part plus mystérieuse encore. Des textes évoquent des étoiles invisibles, des régions du ciel que seuls les initiés connaissaient Ces constellations interdites et décrites à demi-mot semblent se situer dans des zones que l'œil nu ne perçoit pas facilement. S'agissait-il d'une manière symbolique de parler de forces invisibles, ou bien la trace d'observation qui nous échappent encore ? La frontière entre le réel et le mythologique est floue. Pour les prêtres, ce qui était caché n'était pas moins réel, seulement réservé à ceux qui en avaient reçu l'initiation. La nuit égyptienne, traversée par le chant des prêtres et les parfums brûlés sur les autels, devenait un théâtre sacré. Observer le ciel n'était pas une activité scientifique, mais un rituel. Chaque mouvement d'étoile accompagnait le rythme des chants. Chaque apparition était interprétée comme un message. Les temples eux-mêmes étaient conçus comme des prolongements terrestres du ciel, leurs colonnes figurant les étoiles, leurs salles sombres représentant les régions invisibles de la voûte nocturne. L'idée de constellation interdite ouvre une question plus vaste. L'Égypte a-t-elle gardé la mémoire d'un savoir plus ancien encore, venu d'une civilisation disparue ? Certains mythes parlent d'un temps où les dieux marchaient parmi les hommes, enseignant les arts et les sciences. Dans ces récits, les étoiles étaient souvent citées comme l'origine de ce savoir. Était-ce une métaphore ou bien le souvenir déformé d'un héritage réel ? Le fait que des traditions similaires se retrouvent dans d'autres cultures, des Mayas aux anciens peuples de Mésopotamie, alimente l'hypothèse d'une source commune, voilée par les millénaires. Pourtant, il ne faut pas réduire cette vision du ciel à une simple projection de fantasmes. Elle était avant tout une manière de vivre en accord avec l'univers. En reliant les travaux agricoles, les rituels religieux et le destin des âmes au mouvement céleste, les Égyptiens inscrivaient leur existence dans une continuité cosmique. Rien n'était séparé, la vie et la mort, la terre et le ciel, le visible et l'invisible formaient un seul tissu, une seule respiration. Aujourd'hui encore, se tenir dans le désert, loin des lumières modernes, et lever les yeux vers le ciel étoilé, c'est approcher un peu de ce sentiment. Le silence, la profondeur infinie, les constellations scintillantes donnent l'impression d'un langage perdu. Les Égyptiens peut-être n'avaient pas perdu ce langage. Ils savaient en lire dans les étoiles ce que nous ne voyons plus. En explorant ces cartes célestes, nous comprenons que la science et le sacré ne faisaient pas qu'un.
La rigueur de l'observation et la profondeur du mythe se rejoignaient dans une seule quête: comprendre la place de l'homme dans le cosmos. Les constellations interdites, qu'elles aient été réelles ou symboliques, rappellent que le savoir véritable n'était pas destiné à tous. Il fallait en être digne, initié, purifié. Le ciel lui-même devenait un temple, ouvert seulement à ceux qui savaient en franchir les portes. Et lorsque nous quittons ces nuits pleines d'étoiles, une nouvelle énigme se lève à l'horizon: les mythes eux-mêmes. Car si les Égyptiens lisaient le ciel comme un texte sacré, leurs récits et leurs légendes ne sont-ils pas aussi des archives voilées, des mémoires déguisées en fables? C'est vers ce territoire étrange, où le mythe devient archive, que nous poursuivrons notre voyage. Les récits qui nous sont parvenus de l'Égypte ancienne paraissent, au premier regard, faits d'images fantastiques. Dieu à tête de faucon, bataille cosmique, gentil voyage de barque solaire tué à travers les ténèbres. Mais lorsqu'on s'y attarde, ces mythes révèlent une autre dimension. Derrière leur voile poétique, ils semblent cacher une mémoire, comme si les Égyptiens avaient choisi de conserver leur savoir sous une forme narrative moins fragile que des calculs ou des schémas. Les mythes n'étaient pas de simples histoires inventées pour divertir ou effrayer. Ils étaient des archives voilées, une manière de transmettre à travers les siècles des fragments d'expériences, de connaissances, peut-être même de faits historiques recouverts par la poussière du temps. Prenons l'exemple d'Osiris. Ce dieu, démembré par son frère Seth, puis reconstitué par Isis, est souvent interprété comme une figure symbolique du cycle de la végétation et du retour de la vie après la mort. Mais certains chercheurs y voient aussi une mémoire plus ancienne, celle d'un roi primordial, porteur d'un savoir oublié, dont le corps morcelé représente la fragmentation d'une civilisation disparue. Son rassemblement, orchestré par Isis, serait alors l'image d'une transmission, d'un effort pour préserver les morceaux épars d'un savoir antérieur. Derrière le mythe se cache peut-être le souvenir d'un effondrement réel, celui d'un peuple dont l'Égypte aurait recueilli l'héritage. Les récits de la barque solaire, où le dieu Ré voyage chaque nuit à travers les mondes obscurs avant de renaître chaque matin, offrent eux aussi une double lecture. Pour les prêtres, ils décrivaient d'Enquêter le destin des âmes et l'ordre du cosmos. Mais à un autre niveau, on peut y voir un cycle cosmologique plus précis, une observation des rythmes naturels inscrits dans une histoire. Ainsi, le mythe servait à voiler une connaissance, à l'habiller d'images, pour la protéger et la rendre accessible à plusieurs niveaux de compréhension. Celui qui se contentait du récit voyait une fable. Celui qui savait lire au-delà percevait une archive. Le langage des mythes égyptiens n'est pas linéaire, il est symbolique. Chaque dieu, chaque animal sacré, chaque paysage imaginaire incarne une fonction, une force, un principe universel. Le Nil, par exemple, n'était pas seulement un fleuve, mais une figure du cycle cosmique de la Mahé, de la mort et de la renaissance. Ses crues, ses retraits, devenaient le théâtre d'un récit qui traduisait à la fois une observation du monde physique et une vérité spirituelle. Dans cette perspective, le mythe est une archive codée. Il conserve une connaissance dans un langage métaphorique. Certains fragments retrouvés dans les temples et les tombeaux laissent deviner cette intention. Le livre des morts, loin d'être une simple suite de prières funéraires, ressemble à un manuel initiatique. Chaque formule est une clé pour franchir un obstacle, chaque image une indication symbolique. Le défunt n'était pas seulement conduit à travers l'au-delà, il était guidé à travers une mémoire, comme si l'au-delà était aussi le miroir du passé. Le voyage après la mort devient alors une manière de préserver le savoir le plus ancien, de le graver dans des récits qui traverseraient par les millénaires. Ce rôle des mythes comme archives apparaît aussi dans la manière dont ils ont été transmis. Pendant des siècles, les prêtres recopiaient inlassablement les mêmes histoires, les mêmes hymnes, les mêmes scènes. La répétition assurait leur survie, leur fixait une permanence que les mots ordinaires n'auraient pas eue. Mais cette répétition n'était pas stérile. À chaque génération, le mythe pouvait être relu, réinterprété, offrant des sens nouveaux selon le degré de connaissance de celui qui l'étudiait. Le texte restait le même, mais son sens se déployait comme une spirale. Il est frappant de constater que d'autres civilisations ont agi de manière similaire. Les récits mésopotamiens, grecs ou encore les épopées indiennes gardent aussi des traces d'événements passés traduits en images poétiques. Le déluge biblique, Bénénine par exemple, résonne avec des mythes sumériens et égyptiens. Ces correspondances ne semblent pas relever du hasard. Elles suggèrent qu'à travers les mythes, les peuples ont conservé, chacun à leur manière, la mémoire d'événements réels, transformés par le langage symbolique.
L'Égypte, par la monumentalité de ses inscriptions et par la force de ses rituels, a peut-être été l'un des gardiens les plus conscients de ce rôle. Le caractère mystérieux de ces récits tient aussi à leur fonction initiatique. Ils n'étaient pas destinés à tout le monde. Les textes sacrés, gravés dans les tombes ou enseignés dans les temples, étaient réservés aux initiés, aux prêtres capables d'en saisir le sens profond. Pour le peuple, les mythes restaient des histoires fascinantes. Pour les initiés, ils étaient en des archives à double fond, une bibliothèque dissimulée dans des images. Ce cloisonnement renforce l'impression que nous n'avons accès qu'à une partie du savoir égyptien, que le reste demeure voilé, comme les constellations invisibles dont nous parlions plus tôt. Ce qui nous parvient aujourd'hui, c'est un écho fragmentaire. Des fresques abîmées, des papyrus à demi effacés, des symboles dont nous ne comprenons plus toute la résonance. Pourtant, même sous cette forme réduite, les mythes égyptiens continuent de nous intriguer. Ils éveillent une intuition. Et si, au-delà de la fable, ils étaient des clés de mémoire? Et si, derrière la poésie, ils recelaient en cité des archives que nous n'avons pas encore su déchiffrer? Devant cette possibilité, notre regard sur l'histoire se trouble. Car si les mythes sont des archives, alors l'histoire officielle, telle que nous la concevons, est incomplète. Elle ignore ses couches symboliques, ses mémoires dissimulées sous la forme du récit. L'Égypte nous force ainsi à reconsidérer la frontière entre fiction et vérité, entre poésie et savoir. Peut-être que ce que nous appelons légende est en réalité l'écho d'une vérité ancienne, transmise de manière à survivre au temps. Et lorsque l'on referme les rouleaux des papyrus, que l'on quitte les parois gravées des tombes royales, une nouvelle question se lève. Si les mythes ont été des archives, quel rôle ont joué les écritures elles-mêmes? Car l'écriture hiéroglyphique, par ses formes et ses symboles, n'était pas un simple outil de communication. Elle était elle aussi un langage sacré, une archive codée du savoir ancien. C'est vers ce secret des écritures sacrées que nous allons maintenant tourner notre attention. Parmi les héritages les plus énigmatiques de l'Égypte ancienne, aucun n'éveille autant de fascination que l'écriture hiéroglyphique. Ces signes sculptés sur les parois des temples, peints dans les tombes, tracés sur les papyrus, paraissent à la fois familiers et insaisissables. Ils ressemblent à des images, mais leur fonction dépasse le simple dessin. Chaque hiéroglyphe est à la fois un mot, une idée, un symbole et une force. Pour les Égyptiens, écrire n'était pas seulement noter des paroles, c'était donner vie à une réalité, fixer dans la matière un pouvoir invisible. L'écriture sacrée n'était pas un outil neutre, elle était une magie. Le terme que les Grecs utilisaient pour la désigner, hieroglyphica, gravure sacrée, traduit bien cette idée. Les hiéroglyphes ne servaient pas uniquement à enregistrer des événements ou des contes, ils étaient liés au divin. Chaque signe, lorsqu'il était tracé, activait une force. Représenter un animal dangereux, par exemple, exigeait parfois de le mutiler symboliquement, de le tracer incomplet, afin que son image n'invoque pas réellement sa présence. Écrire revenait donc à agir. Le mot devenait acte, la forme devenait puissance. Dans les temples, les murs recouverts de hiéroglyphes n'étaient pas décoratifs. Ils constituaient une immense archive, mais une archive particulière, un tissu de récits, de formules, de noms divins, conçus non seulement pour être lus, mais pour rayonner une force. Celui qui traversait ces couloirs baignait dans une mer de signes qui parlait au-delà de la compréhension rationnelle. L'écriture enveloppait l'espace d'une présence, transformant les pierres en surface vivante. Le secret des écritures sacrées réside dans cette dimension double. Elles étaient à la fois mémoire et rituel. Mémoire parce qu'elles transmettaient le savoir, fixaient en l'histoire des rois, les hymnes aux dieux, les instructions pour l'au-delà. Rituel parce qu'elles étaient considérées comme actives, efficaces en elles-mêmes, capables de protéger un tombeau, de guider une âme, de consacrer un espace. Le hiéroglyphe n'était pas seulement un signe, c'était une parcelle de pouvoir. Il est frappant de constater que les prêtres et les scribes gardèrent jalousement cette connaissance. L'apprentissage des hiéroglyphes demandait des années d'initiation. On distinguait les signes utilisés pour les affaires courantes, écriture hiératique puis démotique, des hiéroglyphes sacrés, réservés aux temples, aux monuments et aux textes les plus solennels. Cette séparation renforçait l'aura mystérieuse de l'écriture. Elle n'était pas pour tous, elle appartenait aux initiés, aux gardiens du savoir. Ce qui nous parvient aujourd'hui, après des siècles de silence, c'est une redécouverte tardive. Pendant longtemps, les hiéroglyphes restèrent de muets. Les voyageurs qui parcouraient l'Égypte médiévale ou renaissante les contemplaient sans en comprendre le sens.
Ils imaginaient des symboles hermétiques, des codes alchimiques, sans parvenir à les lire. Il fallut attendre la découverte de la pierre de Rosette et les travaux de Champollion pour que leurs sens commencent à s'ouvrir à nous. Pourtant, même aujourd'hui, une part de leur mystère demeure, car les traductions ne suffisent pas à restituer la dimension sacrée qu'ils possédaient pour les Égyptiens. Ce qui échappe à notre compréhension moderne, c'est cette fusion du mot et de la chose. Dans notre pensée, le signe est arbitraire, il ne fait que représenter une réalité. Pour les Égyptiens, il en faisait partie. Nommer une divinité par son hiéroglyphe, c'était rendre cette divinité présente. Graver une formule sur une paroi, c'était l'ancrer dans l'éternité. Ainsi, l'écriture devenait un moyen de prolonger le réel, d'inscrire le sacré dans la matière. Certains papyrus témoignent de la puissance que l'on attribuait aux mots écrits. Des incantations précisaient que leur efficacité dépendait non seulement de la prononciation, mais aussi de la manière dont elles étaient tracées. L'encre, le support, la main qui écrivait, tout participait au pouvoir. Écrire revenait à tisser un lien entre le monde visible et l'invisible. C'est pourquoi les scribes étaient considérés comme proches des dieux. Ils n'étaient souvent pas de simples fonctionnaires, mais des médiateurs, des prêtres de l'écriture. Ce rôle sacré des hiéroglyphes s'étendait aussi à la mort. Dans les tombes, les parois couvertes de textes n'avaient pas pour seul but de décorer. Elles guidaient le défunt, elles l'équipaient pour son voyage. Chaque formule inscrite agissait comme une protection. Chaque nom gravé assurait sa survie. Car, dans la pensée égyptienne, perdre son nom, c'était disparaître véritablement. Écrire le nom d'un défunt, c'était lui donner une seconde vie, l'ancrer dans le temps. Les hiéroglyphes devenaient alors les gardiens de la mémoire, des amulettes faites de signes. La puissance des écritures sacrées était telle que certains textes étaient volontairement dissimulés, réservés aux seuls prêtres lecteurs. On parlait de livres interdits, contenant des formules trop puissantes pour être accessibles à tous. Ces manuscrits, cachés dans des salles secrètes ou des cryptes, formaient une bibliothèque invisible, connue seulement des initiés. Leur contenu, selon les légendes, portait sur les mystères de la création, les noms cachés des dieux, les secrets du cosmos. Ainsi, l'écriture était aussi une barrière. Elle séparait ceux qui pouvaient en savoir de ceux qui devaient rester dans l'ignorance. Le secret des écritures sacrées réside peut-être là. Elles n'étaient pas destinées à être comprises par tous. Elles parlaient à plusieurs niveaux. Au lecteur profane, elles racontaient une histoire. Aux prêtres initiés, elles révélaient une connaissance cachée. Cette double lecture explique pourquoi, même aujourd'hui, leur sens nous semble inépuisable. Les hiéroglyphes ne cessent de nous échapper, parce qu'ils n'étaient pas faits pour livrer toute leur profondeur en un seul regard. En contemplant les murs gravés de Karnak, de Luxor ou de la vallée des rois, on ressent cette impression étrange. Les signes sont vivants. Ils semblent respirer dans la pierre, comme si leur pouvoir n'avait pas été totalement éteint par le temps. Peut-être est-ce cela, le véritable secret des écritures sacrées. Elles continuent d'agir, même lorsque leur sens nous échappe. Elles nous rappellent que le savoir n'est pas seulement transmission d'informations, mais aussi vibration, présence, mystère. Et lorsque nous quittons ces galeries couvertes de signes, une autre énigme se dessine. Car si les Égyptiens ont su graver l'invisible dans la pierre, ils ont également maîtrisé les forces très concrètes de la nature. L'eau, le Nil et l'ingénierie cachée qui permettait de l'apprivoiser furent peut-être l'un des savoirs les plus surprenants de cette civilisation. C'est à cette maîtrise subtile, à la fois pratique et sacrée, que nous allons désormais nous tourner. Le Nil n'était pas seulement un fleuve. Pour l'Égypte ancienne, il était une divinité vivante, une artère cosmique dont les battements rythmaient la survie du pays. Sans lui, le désert aurait englouti la vallée et tout souvenir de civilisation se serait effacé. Avec lui, la terre s'ouvrait, fertile comme un livre que l'on peut lire à chaque crue. Pourtant, derrière cette dépendance évidente, se cache un mystère plus profond. Comment les anciens Égyptiens ont-ils su, si tôt, apprivoiser le fleuve, dompter ses rythmes, et développer une ingénierie si subtile qu'elle semble, encore aujourd'hui, d'une modernité déconcertante ? Chaque année, le Nil débordait de son lit, couvrant les terres d'une boue sombre et riche. Cette crue, indispensable à la fertilité, était à la fois bénédiction et menace. Trop faible, elle annonçait la famine. Trop forte, elle détruisait les villages et les récoltes. Or, l'histoire montre que les Égyptiens réussirent très tôt à prévoir ces crues, à en mesurer l'ampleur, et surtout à en tirer parti. Des nilomètres taillés dans la pierre ou creusés dans les temples servaient à observer la montée des eaux. Mais ces simples dispositifs
n'était que la surface visible d'un savoir bien plus vaste, car derrière l'observation du fleuve se trouvait une organisation collective d'une ampleur rare. Les champs étaient irrigués grâce à des canaux savamment disposés, des digues contrôlant la répartition de l'eau, et les réservoirs permettaient de conserver l'humidité pour les mois secs. Ce réseau, invisible aux voyageurs qui ne voient que le cours principal du Nil, formait comme un corps souterrain, une mécanique fluide nourrissant la vallée entière. La précision de ce système laisse deviner une ingénierie ancienne, patiemment transmise, peut-être héritée d'un savoir encore plus ancien. Mais le Nil n'était pas seulement un outil agricole, il était une voie sacrée. Les processions des dieux, transportées en barques dorées, suivaient son courant comme si l'eau reflétait le voyage des astres. Le fleuve liait les villes, mais aussi les mondes. Il représentait la veine par laquelle la vie circulait entre terre et ciel. L'ingénierie qui l'apprivoisait n'était pas une science froide, elle était inséparable d'un rituel. Contrôler l'eau, c'était participer à l'ordre du monde, inscrire l'homme dans la grande respiration du cosmos. Les textes anciens parlent parfois de l'eau comme d'un miroir. Le Nil reflétait le ciel, et ses cycles correspondaient au mouvement des astres. Les prêtres observaient le lever de Sirius pour anticiper la crue. Ce lien entre fleuve et ciel n'était pas une coïncidence. Il traduisait une conviction profonde. Les rythmes de la nature sont reliés, et en les comprenant, on peut non seulement survivre, mais aussi s'accorder au divin. L'ingénierie cachée de l'eau devenait ainsi un art sacré où la technique et le mythe ne faisaient aucun. Ce savoir hydrique permettait à l'Égypte de prospérer là où d'autres civilisations s'étaient éteintes. Dans le désert environnant, des peuples avaient peut-être tenté de s'installer, mais sans cette maîtrise subtile, ils n'avaient pas résisté. L'Égypte, en revanche, avait trouvé la clé. Non pas dominer brutalement la nature, mais dialoguer avec elle. Les canaux ne forçaient pas l'eau, ils l'accompagnaient. Les digues ne contrariaient pas le fleuve, elles le guidaient. Cette harmonie pratique et sacrée explique sans doute la longévité exceptionnelle de cette civilisation. Les fouilles révèlent aussi des indices d'ouvrages monumentaux liés à l'eau. Bassins, citernes, barrages rudimentaires. Certains archéologues s'interrogent encore sur des structures dont la fonction exacte échappe. Étaient-elles de simples dispositifs utilitaires, ou bien avaient-elles aussi une dimension rituelle ? Dans l'Égypte ancienne, séparer les deux serait artificiel. Un bassin pouvait à la fois irriguer et purifier, stocker et consacrer. L'eau n'était jamais neutre. Elle portait toujours une charge symbolique. L'ingénierie cachée du Nil s'étendait jusque dans les tombes et les temples. Des systèmes complexes de canaux souterrains ont été évoqués dans certaines hypothèses, permettant d'amener l'eau pour des rituels ou même pour déplacer des blocs lors de constructions monumentales. Bien que les preuves restent fragiles, l'idée fascine. L'eau, discrète et fluide, aurait été l'allié invisible des bâtisseurs, un outil aussi bien technique que sacré. Ce qui ajoute encore au mystère, c'est la manière dont ce savoir semble avoir surgi tout armé. Les premières dynasties égyptiennes montrent déjà une maîtrise étonnante du Nil. Il n'y a pas de trace visible d'un long apprentissage hésitant. Comme si cette science de l'eau avait été transmise d'un coup, héritée de traditions antérieures. Peut-être était-ce le fruit d'une accumulation oubliée, venue de peuples disparus. Peut-être aussi était-ce le témoignage d'un savoir originel, que l'Égypte aurait préservé mieux que d'autres. Le Nil, dans cette perspective, n'était pas seulement le fleuve d'une civilisation. Il était une archive vivante, une mémoire fluide. Chaque crue inscrivait une leçon, chaque retrait révélait un secret. Les prêtres et les ingénieurs sacrés lisaient ces signes comme d'autres lisaient les hiéroglyphes. Et l'ingénierie, au lieu d'effacer la nature, l'intégrait dans un vaste récit où tout avait sens. Aujourd'hui encore, lorsqu'on longe ses rives au crépuscule, on ressent ce souffle. Le fleuve glisse entre les palmeraies, immuable, comme s'il portait toujours en lui la mémoire de ses siècles. Ses eaux reflètent la lumière du ciel et le sable du désert, rappelant que l'Égypte fut, avant tout, un dialogue entre l'eau et la pierre, entre le flux et la permanence. Mais ce dialogue n'était pas isolé. Car en observant attentivement les traces laissées par l'histoire, on découvre que l'Égypte n'était peut-être pas seule à détenir ce savoir. Des correspondances troublantes apparaissent entre ces pratiques et celles d'autres civilisations disparues. Peut-être que ce fleuve, dans son mystère, n'était qu'un écho d'un héritage plus vaste. C'est cette possibilité, celle d'un savoir emprunté aux civilisations perdues, que nous allons explorer à présent. L'Égypte ancienne brille dans notre mémoire comme l'une des premières grandes civilisations,
Mais lorsque l'on observe attentivement les vestiges de son savoir, une impression étrange surgit, celle d'une société qui semble avoir hérité d'une maturité trop précoce, comme si ses premiers pas avaient déjà été guidés par des mains invisibles. Les pyramides se dressent sans période d'essai hésitant, la maîtrise de l'eau paraît établie dès les débuts, l'écriture hiéroglyphique surgit dans une complexité étonnante. Cette maturité soudaine soulève une question troublante. Et si l'Égypte avait puisé à des sources plus anciennes encore dans les ruines d'autres mondes oubliés? Les légendes égyptiennes elles-mêmes suggèrent en cette idée. Les prêtres parlaient stimine de dynasties divines et semi-divines qui auraient précédé les pharaons humains. Ils évoquaient d'anciens et des règnes immenses s'étendant sur des milliers d'années, durant lesquels les dieux auraient enseigné aux hommes l'agriculture, la médecine, l'astronomie. Ces récits, que les historiens modernes relèguent de volontiers au domaine du mythe, pourraient sans pourtant être la mémoire déformée d'une réalité plus ancienne, la trace d'un savoir venu de peuples disparus, transmis sous une forme symbolique. Lorsque les Grecs visitèrent l'Égypte, ils furent frappés par cette profondeur. Solon, le sage athénien, aurait entendu des prêtres lui dire que la Grèce n'était qu'une civilisation jeune, tandis que l'Égypte conservait le souvenir d'époques où d'autres mondes s'étaient effondrés. Ces paroles furent reprises par Platon, qui parla de cités englouties et de savoir perdu. Pour lui, l'Égypte était la gardienne d'une mémoire universelle, le coffre-fort d'un héritage que d'autres peuples avaient oublié. Les ruines de civilisations voisines renforcent ce sentiment. En Mésopotamie, les Sumériens semblent avoir jailli tout armés, avec une écriture, une organisation complexe, des connaissances astronomiques précises. En Inde, les Védas conservent des hymnes qui parlent d'âges immémoriaux, de cycles cosmiques antérieurs. Au cœur de l'Amérique, bien avant les Incas et les Mayas, des peuples ont élevé des monuments dont la fonction reste obscure. Ces correspondances troublantes laissent deviner l'existence d'un fil invisible, reliant des cultures éloignées par l'espace mais peut-être proches par leur origine. L'Égypte, dans cette perspective, apparaît comme un carrefour. Son génie fut peut-être d'avoir recueilli ces savoirs épars et de les avoir ordonnés, intégrés dans une vision cohérente du monde. Ces prêtres auraient été les héritiers d'une bibliothèque invisible, composée non de livres, mais de fragments de mémoire transmis oralement, de gestes techniques conservés dans le silence, de mythes porteurs d'indices. Le Nil devint alors le théâtre où cette mémoire fut réécrite dans la pierre et dans le rituel. Certaines découvertes archéologiques semblent renforcer cette impression. Des outils, des objets, des symboles apparaissent parfois en Égypte comme venus d'ailleurs. Des influences mésopotamiennes, nubiennes et même méditerranéennes sont visibles dans l'art et les techniques. Mais au-delà des échanges commerciaux ou militaires, on perçoit quelque chose de plus profond, une communauté de symboles, une parenté de visions. Comme si, par-delà les distances, les civilisations avaient début à une même source ancienne dont chacune ne conserva qu'un reflet partiel. Les mythes du déluge, si répandus à travers le monde, sont un autre indice. L'Égypte possédait ses propres récits d'inondations primordiales, où le monde était recréé après une catastrophe. Ces récits trouvent des échos en Mésopotamie, en Grèce, en Amérique, en Asie. Faut-il y voir de simples coïncidences, ou bien le souvenir d'un effondrement global, gravé dans la mémoire collective et transmis sous des formes différentes? Si tel est ça le cas, l'Égypte aurait pu être l'une des rares civilisations à transformer ce souvenir en système de savoir durable, en ritualisant cette mémoire dans ses temples et ses textes. Les prêtres lecteurs, gardiens des bibliothèques sacrées, n'auraient pas inventé ex nihilo ce qu'ils transmettaient. Ils auraient hérité de chants, de formules, d'images conservées d'âge en âge, parfois sans en comprendre toute la profondeur. Ainsi, l'Égypte devient non seulement l'auteur de son génie, mais aussi l'archiviste d'une mémoire universelle. Son savoir était peut-être moins une création qu'une recomposition, une préservation de fragments venus d'ailleurs. Ce rôle de conservatoire explique peut-être pourquoi l'Égypte a tant fasciné les voyageurs et les conquérants. Les Grecs, les Romains, puis les sages arabes venaient y chercher des traces d'une sagesse plus ancienne. Même à l'époque tardive, quand la grandeur des pharaons avait disparu, l'image de l'Égypte comme terre de savoir subsistait. Ces temples en ruine semblaient encore respirer une science oubliée. Mais la question demeure. Quelles furent ces civilisations disparues qui auraient laissé leur empreinte sur les rives du Nil? Les hypothèses se multiplient, mais les preuves restant ténues. Certains parlent d'un peuple oublié du Sahara, dont les vestiges se cacheraient encore sous les sables.
D'autres évoquent des contacts maritimes avec des cultures plus lointaines, venues peut-être de la Méditerranée ou de contrées aujourd'hui englouties. Le mystère demeure entier, nourri par l'absence de certitude. Pourtant, au cœur de ce mystère, une intuition persiste. L'humanité ne progresse pas toujours de manière linéaire. Elle avance, puis s'effondre, puis renaît, en conservant des éclats du passé. L'Égypte aurait été l'une de ces renaissances, portant en elle non seulement son propre génie, mais aussi les vestiges d'un savoir plus ancien. Ces prêtres, ces scribes, ces bâtisseurs auraient été les gardiens d'une mémoire fragmentaire, réécrite dans leurs monuments et leurs mythes. Ainsi, l'Égypte ancienne ne fut pas seulement une civilisation brillante, elle fut peut-être un relais, une passerelle entre des mondes disparus et notre histoire connue. Ces pyramides, ces temples, ces textes deviennent alors plus qu'un patrimoine, ils sont des miroirs, reflétant des âges que nous avons oubliés. Et si ce savoir fut emprunté à d'autres, il continue de poser une question obsédante. Qui étaient en là ses prédécesseurs, et que leur reste-t-il dans les ombres de l'histoire? Pour tenter d'approcher cette énigme, il faut tourner notre regard vers la Mésopotamie, cette autre terre des premiers empires, où surgissent des correspondances totalement troublantes. C'est vers cette piste mésopotamienne que nous nous dirigeons à présent. Si l'Égypte s'élève dans notre imaginaire comme la grande gardienne des sables, la Mésopotamie surgit, elle, des plaines fertiles situées entre le Tigre et l'Euphrate. Ces deux fleuves, nourriciers et imprévisibles, donnèrent en naissance à des cités dont les noms résonnent encore comme des incantations. Ur, Uruk, Babylone, Ninive. Avant même que les pharaons ne règnent sur la vallée du Nil, ces villes se couvraient déjà de temples à degrés, de ziggourats qui pointaient vers le ciel. Les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens, tour à tour, façonnèrent dans cette terre comme un laboratoire du savoir. Et lorsque l'on compare leurs traditions avec celles de l'Égypte, une évidence troublante apparaît. Il existait des échos, des correspondances, des transmissions. La Mésopotamie fut le berceau de l'écriture cunéiforme, l'une des plus anciennes formes d'inscription de la pensée humaine. Gravée dans l'argile, elle fixait des contes, des récits, des lois. Comme les hiéroglyphes égyptiens, elle surgit avec une maturité étonnante, comme si ce langage avait été reçu plutôt qu'inventé pas à pas. À travers ces tablettes, nous découvrons un monde obsédé par les étoiles, par les cycles des astres, par la mesure du temps. Les prêtres mésopotamiens, comme leurs homologues égyptiens, scrutaient le ciel, cherchant à y lire les décisions des dieux. Le mythe mésopotamien du déluge, conservé dans l'épopée de Gilgamesh, est peut-être le plus frappant des parallèles. Il raconte l'histoire d'un monde englouti par les eaux, sauvé par un homme averti par les dieux. Ce récit, bien plus ancien que le récit biblique, se rapproche des thèmes égyptiens d'inondation primordiale, de renaissance après une catastrophe. Faut-il y voir une mémoire commune, un souvenir partagé d'un cataclysme ancien? Ou bien des échanges culturels qui ont permis au récit de voyager d'une vallée à l'autre transformés par les langues et les teintes et les traditions? La science mésopotamienne de l'astronomie avait atteint un niveau impressionnant. Des tablettes témoignent d'observations précises des planètes, des éclipses, des mouvements célestes. Ces observations étaient inséparables de la religion. Chaque phénomène était interprété comme un présage, chaque configuration d'étoiles comme un message divin. Mais derrière cette enveloppe sacrée se cache une rigueur méthodique. Les Mésopotamiens avaient compris que les cycles se répétaient, qu'ils pouvaient être anticipés, qu'ils étaient la clé de l'organisation du temps. Cette obsession du calendrier résonne avec la précision égyptienne dans l'observation de Sirius et des crues du Nil. Il est possible que des contacts anciens aient relié ces deux mondes. Le commerce, les guerres, les migrations auraient transporté des fragments de savoir. Des routes caravanières reliaient quoique déjà la vallée du Nil au croissant fertile. Des objets mésopotamiens ont été retrouvés en Égypte et inversement. À travers ces échanges matériels, il est probable que des idées, des récits, des techniques aient aussi circulé. L'Égypte, en tant que civilisation d'une longévité exceptionnelle, aurait pu absorber ces influences et les intégrer dans son système symbolique. Mais au-delà des échanges visibles, on peut s'interroger, et si les deux civilisations puisaient à une même source plus ancienne? Certains chercheurs voient un peu dans les parallèles mythologiques, astronomiques et architecturaux la trace d'une mémoire antérieure. Comme si, bien avant les Sumériens et les Égyptiens, une autre culture avait existé, dispersant ses savoirs à travers les générations après un effondrement. La Mésopotamie et l'Égypte auraient alors été les deux héritières majeures de cette tradition oubliée, chacune l'adaptant à son paysage et à ses dieux.
Les ziggourats mésopotamiennes, ces montagnes artificielles qui relièrent la terre au ciel, rappelant par leur fonction symbolique les pyramides égyptiennes. Certes, leur forme diffère, terrasses non pas superposées d'un côté, structures triangulaires de l'autre, mais leur rôle est étrangement proche. Incarner une montagne sacrée, un axe vertical reliant les hommes aux dieux, la terre au firmament. On retrouve là une vision commune, celle d'un monde où l'architecture matérialise le cosmos. Les prêtres de Babylone, réputés pour leur savoir, auraient impressionné les voyageurs grecs autant que les prêtres égyptiens. Leur temple était un des observatoires, leur rituel des lectures du ciel. L'Égypte, à sa manière, partageait cette même conviction. Comprendre le monde, c'était unir la pierre et l'astre, l'eau et la parole, le mythe et l'observation. Ces parallèles ne sont pas anecdotiques. Ils révèlent une fraternité de vision, un souffle partagé entre deux civilisations, pourtant séparées par des centaines de kilomètres de désert. La piste mésopotamienne nous entraîne aussi vers les textes d'Enki, le dieu de la sagesse et des eaux souterraines, ou encore Marduk, le créateur qui impose l'ordre au chaos primordial. Ces figures trouvent des échos dans les dieux égyptiens. Ptah, maître de la création par la parole, ou Osiris, dieu de la régénération. Différents par les noms, mais semblables par les fonctions, ils semblent refléter des archétypes universels, transmis et adaptés par chaque peuple. Certains vont jusqu'à imaginer que les deux civilisations n'étaient pas seulement contemporaines, mais liées par une chaîne invisible. Les scribes mésopotamiens et égyptiens auraient à partager une compréhension du monde qui dépasse la simple coïncidence. Leurs archives respectives, bien que distinctes, témoigneraient d'un fond commun de symboles et de mythes. Peut-être la véritable question n'est-elle pas de savoir si l'Égypte a emprunté à la Mésopotamie ou inversement, mais plutôt de reconnaître qu'elles furent deux expressions d'un même héritage immémorial. Et pourtant, malgré cette proximité, chaque civilisation conserva son mystère. L'Égypte, avec son île sacrée et ses pyramides silencieuses, choisit la pierre et le rituel comme gardien de sa mémoire. La Mésopotamie, soumise aux crues plus violentes du Tigre et de l'Euphrate, choisit l'argile et l'écriture cunéiforme comme véhicule de son savoir. Deux visages d'une même quête, inscrire dans la matière la trace d'un ordre invisible. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines, des tablettes brisées, des ziggourats effacés, des temples désertés. Mais à travers ces vestiges, nous percevons encore le dialogue silencieux qui reliait la Mésopotamie à l'Égypte. Deux civilisations, deux miroirs d'une mémoire plus ancienne. Et dans ce miroir, une autre énigme se dessine déjà, celle des peuples mystérieux qui, surgissant des mers, vinrent troubler les équilibres établis. Ce sont eux, les peuples de la mer, qui porteront la prochaine part de notre voyage. Dans les annales de l'Égypte ancienne, un moment de trouble revient comme une cicatrice dans la mémoire, celui où des peuples venus des flots surgirent, porteurs d'armes et de traditions inconnues. Ils apparaissent dans les inscriptions comme une menace, une force obscure que les pharaons tentèrent de repousser à plusieurs reprises. On les nomme les peuples de la mer, un terme qui désigne moins une nation précise qu'une multitude de groupes, unis par leur origine maritime et par le mystère qui entoure leur identité. Leur apparition fut soudaine, leur destin presque aussi énigmatique que leur venue. Et pourtant, derrière la crainte qu'ils inspirèrent, il semble que ces étrangers laissèrent une empreinte, un souffle qui toucha même le savoir égyptien. Les représentations gravées dans les temples, comme à Médine-Abou, montrent ces peuples affrontant les armées du pharaon Ramsès III. Leurs navires sont décorés, leurs armes différentes de celles des peuples voisins. Ils apparaissent comme des nomades marins parcourant la Méditerranée, frappant les côtes de l'Anatolie, de l'Oronysque, de la Grèce, du Levant, avant de descendre vers l'Égypte. Leur origine exacte se perd dans les sables du temps. Certains les disent devenus de Crète, d'autres des îles de la mer Égée, d'autres encore des régions aujourd'hui englouties. Leur caractère insaisissable nourrit encore le mystère. Pour les Égyptiens, ces peuples étaient une menace cosmique autant que militaire. Dans les récits gravés, leur arrivée est décrite comme un désordre, une irruption du chaos venu de l'horizon liquide. Mais il est possible que derrière cette image d'ennemi redoutable se cache une réalité plus complexe, car l'histoire humaine est rarement faite uniquement de conflits. Elle est aussi faite d'échanges, de métissages, d'héritages subtils. Peut-être que ces peuples, même combattus, laissèrent descendre des fragments de leur savoir, de leur tradition, que l'Égypte absorba en silence. Les peuples de la mer apparaissent d'ailleurs dans les archives d'autres civilisations.
les Hittites, les Mycéniens, les cités du Levant, parlent aussi de leurs attaques, de leurs mouvements. Partout, leur trace est celle d'une vague qui submergea les royaumes installés. Ils sont associés à la fin de l'âge du bronze, à l'effondrement soudain de plusieurs sociétés florissantes, comme si leur arrivée avait provoqué ou révélé un basculement global. Derrière leur nom collectif se dessine l'image d'un peuple du seuil, capable de détruire mais aussi de transporter, de transmettre. L'Égypte fut l'une des rares puissances à résister à leur avancée. Mais résister ne signifiait pas rester indemne. Les échanges forcés, les prisonniers, les mariages, les influences non culturelles durent à laisser des marques. Certains objets découverts en Égypte portent la trace de styles venus d'ailleurs, des armes, des poteries, des motifs décoratifs. Derrière ces traces, il est tentant de voir l'empreinte des peuples de la mer. Des fragments modestes, mais qui témoignent d'une circulation d'idées et de savoirs. Le mystère s'épaissit encore lorsque l'on se demande d'où venaient ces peuples et ce qu'ils portaient avec eux. Étaient-ils les rescapés d'une civilisation engloutie, emportant avec eux des souvenirs et des techniques disparues? Étaient-ils des marins expérimentés, capables de lire les courants, les étoiles, les vents avec une science qui paraissait presque magique au peuple des terres? Si tel était le cas, ils pouvaient avoir transmis aux Égyptiens des bribes de ce savoir marin enrichissant la tradition d'un peuple qui vivait avant tout du fleuve et du désert. Leur rôle dans la mémoire égyptienne est ambigu. Ils sont représentés comme des ennemis à vaincre, mais aussi comme des figures dont l'arrivée marque un tournant. Ils symbolisent le chaos qui surgit de l'horizon, mais aussi l'idée que le savoir peut venir d'ailleurs de terres lointaines, de peuples inconnus. Dans un monde où les frontières entre mythe et histoire étaient floues, les peuples de la mer pouvaient incarner à la fois la menace et la promesse, celle d'un héritage nouveau, inattendu. Certains chercheurs modernes ont tenté de relier leur existence au mythe de civilisations disparues. L'idée que des marins, fuyant une terre engloutie, aient essaimé à travers la Méditerranée et au-delà a nourri des légendes. Si cela est vrai, l'Égypte aurait pu recevoir, par ce biais, des fragments d'un savoir antérieur, des techniques de navigation, des mythes transformés, peut-être même des secrets de construction venus d'un horizon que nous ne connaissons plus. Les peuples de la mer auraient alors été non seulement des destructeurs, mais aussi des messagers involontaires d'un passé oublié. Leur disparition est presque aussi soudaine que leur arrivée. Après quelques siècles de tumulte, ils s'évanouissent des récits, comme absorbés par les peuples qu'ils avaient affrontés. Mais leurs traces subsistent dans ce vide qu'ils ont laissé derrière eux, l'effondrement de royaumes, la transformation des cultures, la naissance de nouveaux équilibres. Ils sont les fantômes d'une transition, les témoins d'un basculement d'âge. Leur mémoire agit comme un souffle dans les textes égyptiens, rappelant que les civilisations ne sont jamais isolées, qu'elles naissent, vivent et meurent dans un tissu d'échanges visibles et invisibles. Aujourd'hui encore, leur nom résonne comme une énigme. Qui étaient-ils vraiment? Des pirates? Des migrants? Des survivants? Ou bien les porteurs d'un héritage bien plus ancien, dont les échos se retrouvent jusque dans les traditions égyptiennes? Leur mystère reste entier, nourrissant l'intuition que l'histoire humaine est tissée de fragments effacés, de mémoires brisées. Et lorsque l'on quitte les inscriptions de Médine Abou, que l'on songe à ces navires perdus dans la brume des mers antiques, une autre question s'impose. Qu'en est-il des légendes encore plus vastes, celles qui parlent non de peuples errants, mais d'un continent englouti, d'un empire disparu dont l'ombre plane sur toutes les traditions? C'est vers ce territoire de la mémoire et du mythe, celui des Atlantes, que nous allons désormais orienter notre regard. Depuis l'Antiquité, une légende persiste comme une ombre projetée sur l'histoire humaine, celle d'un peuple disparu, les Atlantes, habitants d'un continent englouti. L'histoire nous en vient par Platon, philosophe grec du IVe siècle avant notre ère, qui raconte comment Solon, l'un des sages d'Athènes, aurait appris des prêtres égyptiens le récit d'une grande civilisation anéantie par les flots. L'Atlantide n'aurait pas seulement été une puissance prospère, elle aurait possédé un savoir, une maîtrise des arts, de l'astronomie, des sciences, bien au-delà de ce que l'on attribuait au peuple connu. Ce récit, transmis par Platon, oscille entre mythe philosophique et mémoire fragmentée d'un passé lointain. Mais l'étrange, c'est que l'Égypte semble avoir été le gardien silencieux de cette histoire. Les prêtres de Saïs, selon Platon, auraient ainsi confié à Solon que l'humanité avait traversé plusieurs destructions, plusieurs âges effacés par des cataclysmes. La Grèce, disait-on-il, avait tout oublié, mais l'Égypte avait survécu, protégée par le Nil, par ses archives, par ses temples.
Elle seule avait gardé la mémoire d'une île immense au-delà des colonnes d'Héraclès, dont les habitants dominèrent la mer et répandirent leur savoir. Cette mémoire aurait franchi les millénaires sous forme de récits codés, transmis de génération en génération jusqu'à se transformer en légende. Faut-il croire que l'Atlantide ait réellement existé ? Les historiens modernes voient souvent dans le récit de Platon une fable politique, une allégorie de l'orgueil des civilisations qui se condamnent elles-mêmes. Pourtant, des correspondances troublantes apparaissent. Les traditions du monde entier évoquent des terres disparues, englouties par les eaux. Des mythes d'inondations universelles existent en Mésopotamie, en Inde, en Amérique et même en Égypte. Tous parlent d'un savoir ancien, brisé par une catastrophe, dont seuls quelques fragments auraient en survécu. Si l'on considère l'Égypte comme le conservatoire de mémoires anciennes, il est possible que les récits des Atlantes n'aient pas été une invention, mais la déformation d'un souvenir réel. Les prêtres égyptiens, gardiens d'archives millénaires, auraient en transmis à Solon un écho d'événements bien plus anciens que la mémoire grecque. Dans ce cas, l'Atlantide ne serait pas seulement une légende, mais le symbole d'un monde perdu dont l'héritage se serait diffusé dans des civilisations comme l'Égypte. Les correspondances architecturales et symboliques renforcent ce trouble. Partout dans le monde, des monuments mégalithiques surgissent, souvent orientés selon les astres, construits avec des techniques qui semblent dépasser les moyens connus de leurs époques. L'Égypte n'est pas seule dans ce mystère, mais elle demeure la plus éclatante dans la préservation de ce savoir. Les pyramides, les temples, les textes sacrés pourraient être compris comme les héritages transformés d'un âge plus ancien dont les Atlantes seraient l'emblème. Platon décrit l'Atlantide comme une civilisation avancée, organisée selon une géométrie parfaite, avec des canaux, des temples, des palais entourés de cercles concentriques d'eau et de terre. Cette image rappelle étrangement certains motifs retrouvés dans les plans symboliques égyptiens, où l'ordre cosmique se reflète dans l'urbanisme et l'architecture. Coïncidence ou résonance d'une même mémoire. Il est tentant d'y voir la trace d'une idée ancienne, partagée, réinterprétée par différents peuples. Mais il est possible aussi que l'Atlantide ne soit qu'un miroir, un récit inventé, nourri de souvenirs épars, de catastrophes naturelles bien réelles, éruptions volcaniques, tremblements de terre, inondations, transformées en un mythe total. Dans ce cas, l'Égypte n'aurait pas transmis un héritage précis, mais plutôt un canevas sur lequel Platon aurait projeté sa réflexion. Le mystère reste entier, parce que nous n'avons que des fragments, des mots isolés, des correspondances dispersées. Pourtant, même en tant que mythe, l'Atlantide agit comme une archive. Elle rappelle que l'histoire humaine est fragile, qu'elle peut disparaître, que des savoirs entiers peuvent sombrer et ne laisser que des échos. Elle incarne l'idée que la grandeur peut être engloutie, que rien n'est éternel sauf la mémoire elle-même, transmise sous des formes symboliques. Et cette mémoire, l'Égypte en fut l'un des plus puissants réceptacles. Peut-être que les Atlantes, réels ou imaginés, sont avant tout un archétype. Ils représentent ce que l'humanité pressent dans son inconscient, l'existence d'âges perdus, d'héritages enfouis, de savoirs disparus que nos civilisations actuelles ne font qu'entrevoir. L'Égypte, par son rôle de gardienne du temps, nous tend ce miroir. Ces prêtres, en murmurant à Solon l'histoire d'un monde englouti, ont transmis plus qu'un récit. Ils ont rappelé que derrière chaque civilisation visible se cache une ombre, un souvenir effacé, un possible héritage. Et peut-être que le véritable sens de l'Atlantide n'est pas de nous dire qu'un continent a existé, mais de nous inviter à chercher dans les pierres, dans les mythes, dans les constellations, les traces de ce qui fut oublié. L'héritage ou l'invention importe moins que le rôle de rappel, celui d'un monde perdu qui continue d'habiter notre mémoire collective. En quittant l'écho de cette légende, une autre énigme nous attend, inscrite non dans les récits transmis par Platon, mais dans la matière même des monuments. Car les pierres égyptiennes, par leur forme et leur résonance, portent elles aussi des secrets. Elles vibrent, elles parlent, elles murmurent une science oubliée. C'est vers ces indices gravés dans la pierre et dans l'acoustique des temples que nous allons maintenant tourner notre attention. Lorsque l'on se tient au cœur d'un temple égyptien, l'impression qui nous envahit dépasse la simple contemplation visuelle. Les colonnes massives, les murs couverts de signes, les alignements précis produisent une atmosphère étrange, un silence dense traversé d'une résonance presque invisible. Ceux qui osent parler dans ces salles vides constatent souvent que leur voix change, se propage différemment, comme si les pierres elles-mêmes répondaient. L'Égypte ancienne ne fut pas seulement une civilisation des formes et des symboles, elle fut aussi une civilisation du son.
Ces bâtisseurs connaissaient, non, d'une manière qui nous échappe encore, les secrets de l'acoustique. Dans certains temples, les chambres intérieures amplifieront les chants rituels au point de les faire vibrer dans le corps. À Abydos, dans l'enceinte d'Osiris, des voyageurs modernes ont rapporté cette sensation. Les voix semblent flotter, se multiplier, enveloppant celui qui écoute. À Dendera Onnisan, le temple d'Hathor conserve des cryptes où un simple murmure prend une force inhabituelle. Ce n'est pas un hasard. Les prêtres savaient que le son, utilisé dans un espace précis, pouvait devenir un outil sacré. Il n'était pas seulement une musique, mais une clé. La pierre, par sa densité, garde en elle une mémoire. Elle résonne lorsqu'on la frappe, elle répond au chant, elle dialogue avec le souffle humain. Les architectes égyptiens paraissent avoir exploité cette propriété. Les proportions des salles, la hauteur des plafonds, l'épaisseur des murs, tout semble conçu non seulement pour la beauté, mais pour l'effet sonore. Les rituels chantés n'étaient donc pas destinés à être entendus comme de simples prières. Ils étaient faits pour activer les lieux, pour transformer l'espace en instrument. Cette maîtrise acoustique, si elle était volontaire, témoigne d'un savoir subtil. Les anciens Égyptiens percevaient sans doute le son comme une force cosmique. Dans leur mythe, le monde est créé par la parole. Ptah façonne l'univers en prononçant les noms. Les hymnes aux dieux répètent inlassablement que le chant ouvre les portes, que la vibration des mots relie les mondes. Dans ce cadre, l'acoustique n'était pas une curiosité technique, mais une science sacrée, celle qui permettait à l'homme de dialoguer avec l'invisible par le biais du son. Les pierres elles-mêmes semblent avoir été choisies pour leur résonance. Le granit, par exemple, utilisé dans les chambres internes de certaines pyramides, possède une vibration particulière. Certains visiteurs modernes, frappant doucement les blocs, affirment entendre un écho profond, comme si la pierre chantait. Était-ce intentionnel? Était-ce connu des bâtisseurs? La question demeure ouverte. Mais si tel était le cas, cela signifierait que la construction égyptienne ne se limitait pas à l'œil, mais qu'elle s'adressait aussi à l'oreille, au corps, à l'esprit. Cette dimension acoustique pouvait avoir plusieurs fonctions. Elle pouvait renforcer la puissance des rituels en enveloppant les participants d'une atmosphère sonore unique. Elle pouvait aussi agir sur le corps, apaisant ou exaltant ceux qui entendaient ces résonances. Aujourd'hui, nous savons que certaines fréquences influencent le rythme cardiaque, la respiration, l'état mental. Les anciens Égyptiens n'avaient pas besoin de termes modernes pour le comprendre. Ils avaient l'expérience directe de ces effets. Ils savaient que le son pouvait guérir, émouvoir, ouvrir des portes intérieures. Les hiéroglyphes eux-mêmes rappellent ce rôle du son. Chaque signe n'était pas seulement une image, mais aussi un son sacré. Lire à voix haute un texte hiéroglyphique, c'était réactiver sa force. L'écriture et la voix travaillaient ensemble, comme deux faces d'une même clé. Dans les temples, les prêtres lecteurs récitaient les textes en suivant les hiéroglyphes gravés, de sorte que la pierre, la parole et l'acoustique formaient un seul rituel. Le savoir n'était pas abstrait. Il était inscrit dans la matière, résonnant dans l'air. Il existe même des indices que les anciens Égyptiens connaissaient l'effet du son sur la matière. Des légendes évoquent des pierres déplacées par la puissance des chants, des récits où des blocs gigantesques semblaient flotter au son des trompettes et des tambours. Ces histoires que nous considérons comme fabuleuses pourraient en être la mémoire déformée d'expériences réelles, où le son jouait un rôle dans les rituels de construction. Même si l'idée demeure incertaine, elle alimente le sentiment que l'acoustique fut l'un des savoirs les plus mystérieux de cette civilisation. Aujourd'hui encore, les visiteurs des temples ressentent ce pouvoir. Certains parlent d'un vertige, d'une impression de flotter, d'être enveloppé par une présence invisible. Ces expériences subjectives, bien que difficiles à prouver, rappellent que l'acoustique n'est pas seulement une affaire de technique. Elle touche directement la perception humaine, l'intime, le sensible. L'Égypte ancienne avait compris cela et elle l'avait inscrit dans ses pierres. Les indices gravés dans la pierre et révélés par l'acoustique nous rappellent que le savoir ancien n'était pas compartimenté. Architecture, musique, rituel, mythe, tout se liait en un seul tissu. Les temples étaient à la fois des livres de pierre, des instruments sonores, des miroirs du ciel. Ils enseignaient non par des discours abstraits, mais par l'expérience directe, voir, entendre, ressentir. Peut-être est-ce là l'un des héritages les plus profonds de l'Égypte, l'idée que la connaissance ne se transmet pas seulement par des mots, mais aussi par des espaces, des sons, des résonances.
Et si une part de ce savoir nous échappe encore, les pierres continuent de murmurer pour qui sait écouter. En quittant ces temples où le son se fait prière et où la pierre devient instrument, nous entrons dans une autre dimension du secret égyptien, celle des transmissions cachées, souterraines, gardées par des cercles discrets. Car au-delà des temples visibles, il existait aussi une mémoire silencieuse transmise par des sociétés secrètes qui prétendaient en garder vivante l'étincelle d'un savoir trop précieux pour être offert à tous. C'est vers ces gardiens invisibles que nous allons désormais tourner notre attention. Il est des savoirs qui ne se transmettent-t-on pas à la lumière du jour. Dans l'Égypte ancienne, certains secrets circulaient dans les temples, gravés sur les parois et récités dans les rituels publics. Mais d'autres, plus profonds, échappèrent à la vue de tous. Ils étaient confiés à des cercles restreints, des initiés formés dans l'ombre, héritiers d'une chaîne discrète qui se voulait ininterrompue. Cette transmission souterraine est l'un des aspects les plus troublants du savoir égyptien, une mémoire parallèle, invisible, qui prétendait préserver ce que le temps, la guerre ou l'oubli ne devaient pas effacer. Les prêtres lecteurs, déjà gardiens des textes sacrés, n'étaient pas seuls. À leur côté, d'autres groupes, aux fonctions obscures, s'occupaient de conserver et de protéger certains enseignements. On parle de collèges secrets, d'écoles initiatiques, où l'on ne transmettait pas seulement des rituels, mais aussi une vision du monde. Ces lieux à l'écart du peuple servaient de sanctuaires de la mémoire. On y apprenait à lire les hiéroglyphes les plus anciens, à comprendre la géométrie sacrée, à manipuler les sons et les formules capables d'influencer les forces invisibles. La transmission ne se faisait pas par des manuels accessibles, mais par des rites. Le maître confiait aux disciples une parole codée, parfois un geste, une formule, un fragment de récit. Chaque génération ajoutait sa propre interprétation, mais le noyau devait rester intact. Cette lente passation créait une mémoire vivante, fluide, presque souterraine. Les archives visibles, papyrus, fresques, inscriptions, n'étaient que la surface. En dessous circulait une tradition orale, vibrante, dont les traces ne sont presque jamais parvenues jusqu'à nous. Ce savoir caché expliquait peut-être la permanence de certains symboles. Les temples pouvaient être détruits, les statues brisées, mais la transmission continuait tant que quelques initiés restaient fidèles au serment. Ainsi, à travers les invasions, les dynasties changeantes, les bouleversements politiques, une trame invisible se maintenait. Les Égyptiens avaient compris que le savoir le plus précieux ne devait pas dépendre uniquement de la pierre, mais aussi de la mémoire humaine, de l'esprit de ceux qui juraient de le protéger. Il est troublant de constater que, bien après la fin de l'Empire pharaonique, des traditions occultes dans d'autres régions du monde ont revendiqué un héritage égyptien. Les Grecs, initiés au mystère d'Éleusis ou d'Orphée, évoquaient parfois une origine venue du Nil. Les hermétistes de l'époque hellénistique attribuaient leurs textes à Hermès Trismégiste, figure censée incarner l'union de Thoth, dieu égyptien du savoir, et de Mercure, messager des dieux romains. Au Moyen-Âge, puis à la Renaissance, des sociétés secrètes européennes affirmaient elles aussi garder vivants les échos d'un savoir venu d'Égypte. Peut-être n'étaient-ce que des réinventions, des illusions nées de la fascination. Mais il est aussi possible que ces cercles aient reçu, à travers des chaînes discrètes de transmission, de véritables fragments du savoir ancien. Des voyageurs, des sages, des prêtres exilés après les conquêtes auraient pu semer ces graines, qui germèrent ailleurs sous d'autres formes. L'alchimie, la géométrie mystique, certaines pratiques ésotériques portent encore l'empreinte d'images et de symboles égyptiens, comme si une mémoire souterraine avait continué à respirer sous des visages nouveaux. Dans les temples mêmes, certains espaces renforcent cette idée d'une transmission cachée. Des cryptes, des salles souterraines, des passages étroits, sculptés dans la pierre servaient peut-être à ces rituels initiatiques. L'accès n'était pas libre, il fallait prouver sa valeur, traverser des épreuves, être jugé digne. L'enseignement ne consistait pas seulement à apprendre, mais à transformer celui qui recevait le savoir. Le disciple devait changer de regard, devenir capable de lire le monde autrement. Le secret n'était donc pas seulement une protection extérieure, il était aussi une exigence intérieure. Cette logique de société secrète repose sur une conviction. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir le savoir. Livré sans préparation, il perd sa force, il se déforme, il se banalise. Transmis avec prudence, il reste pur, préservé. Les Égyptiens voyaient peut-être dans la discrétion non une privation, mais une nécessité. La vérité, pour eux, devait se dévoiler comme un rite de passage, non comme une simple information.
On retrouve cette même idée dans les traditions ultérieures, où l'Égypte apparaît comme la source mystérieuse de toute sagesse. Les mages grecs, les sages arabes, les alchimistes médiévaux parlaient de chambres secrètes et de livres interdits, gardés dans les temples égyptiens. Derrière ces récits se dessine toujours la même image, celle d'un savoir souterrain transmis par des sociétés invisibles, survivant dans l'ombre des siècles. Mais si ces transmissions ont existé, que contenaient-elles vraiment? Des textes codés, des formules magiques, des observations astronomiques, ou bien autre chose? Une vision globale, une manière de percevoir le monde comme un tissu d'écho entre terre, ciel et homme? Peut-être que le secret n'était pas une technique, mais un regard, un état de conscience. Les sociétés secrètes ne transmettaient alors pas seulement des savoirs pratiques, mais une manière d'être, une manière de lire l'univers comme un temple vivant. En contemplant cette idée, on comprend pourquoi l'Égypte continue de fasciner les chercheurs de vérité. Ce n'est pas seulement pour ses pyramides, ses hiéroglyphes, ses momies. C'est parce qu'elle incarne la possibilité d'une mémoire souterraine, d'un héritage qui aurait survécu à travers les siècles sous des formes cachées. Le mystère n'est pas seulement dans les pierres visibles, mais dans la transmission invisible. Et peut-être que ce fil secret nous conduit plus loin encore, vers une ultime énigme, celle d'un savoir plus ancien que l'histoire elle-même. Un écho qui précède toutes les civilisations connues, un murmure qui résonne encore dans les mythes, les monuments et les rêves. C'est vers cet écho primordial que nous allons maintenant nous tourner. Au terme de ce long chemin à travers les énigmes de l'Égypte, une sensation demeure, plus insistante que toutes les autres. Et si ce savoir qui imprègne ces pierres, ces mythes et ces rituels n'appartenait pas seulement à elle? Et si l'Égypte n'avait été que l'écrin d'une mémoire beaucoup plus ancienne, un réceptacle soigneusement façonné pour préserver ce que d'autres mondes avaient déjà découvert avant de disparaître? Les traditions égyptiennes elles-mêmes semblent chuchoter cette idée. Les prêtres parlaient de dynasties divines antérieures aux dynasties humaines. Ils racontaient que les dieux avaient enseigné aux hommes l'art de bâtir, de guérir, de lire le ciel. Ces récits, que l'on a souvent pris pour de simples fables, pourraient un bien être les échos brouillés d'un âge perdu, gravés dans la mémoire collective. Ils évoquent un temps qui précède l'histoire telle que nous la concevons, un temps effacé dont ne subsistent que des fragments. Lorsque l'on contemple les premières pyramides, déjà parfaites, les premiers textes, déjà aboutis, la première maîtrise de l'eau, déjà subtile, l'impression d'une maturité soudaine nous hante. Rien ne semble émerger d'un long tâtonnement. Tout apparaît comme reçu, transmis. L'histoire ordinaire nous dit que l'Égypte a lentement accumulé son savoir, mais ses propres monuments suggèrent autre chose. La mémoire d'un legs offert par un passé plus ancien. Cet écho se retrouve ailleurs dans le monde. En Mésopotamie, des textes évoquent Mandestort, des sages antiques, surgis de la mer, porteurs de connaissances. En Inde, les Védas parlent d'âges cosmiques, d'hommes, vivant en harmonie avec des cycles d'une ampleur que nous peinons à concevoir. Dans les Amériques, les mythes racontent eux aussi des temps primordiaux, des maîtres venus enseigner l'art de bâtir et de cultiver. Partout, la même structure se répète. Un savoir ancien, presque surhumain, puis une chute, puis la lente renaissance des civilisations. L'Égypte pourrait alors être comprise comme l'un des gardiens de ce legs universel. Ces temples, ces textes, ces rites ne seraient pas seulement l'œuvre d'un peuple génial, mais les fragments ordonnés d'une mémoire plus large. Comme si l'humanité entière, après un oubli, avait confié à certaines cultures la tâche de protéger des éclats de savoir. L'Égypte en serait le coffre-fort le plus visible, mais d'autres civilisations, disparues ou réduites au silence, auraient apporté d'autres fragments. Ce savoir plus ancien que l'histoire, de quoi était-il fait? Peut-être d'une perception du monde comme un tout, où la nature, l'homme et le ciel ne faisaient qu'intro qu'un. Peut-être d'une compréhension intuitive des rythmes de l'univers, traduite en formes géométriques, en chants, en rituels. Peut-être aussi d'une technologie dont nous n'avons plus que des reflets, non pas machines ou armes, mais techniques subtiles, jouant avec la matière, l'eau, le son, la lumière. Tout cela a pu disparaître, mais l'écho demeure, comme une vibration qui traverse les siècles. Les mythes du déluge, présents partout, rappellent qu'un cataclysme aurait pu effacer ces mondes anciens. Qu'il s'agisse d'une montée des eaux, d'un bouleversement climatique ou d'un événement cosmique, l'humanité aurait vu ces cités anéanties, ces savoirs dispersés. Seules quelques enclaves auraient en survécu, emportant avec elles des bribes de ce qui existait avant.
L'Égypte, protégée par le Nil et par son désert, aurait été l'un de ces refuges, transformant la mémoire en rituel et en pierre. Lorsque nous marchons aujourd'hui entre les colonnes de Karnak ou sous la silhouette des pyramides, nous sentons cette profondeur. Ce n'est pas seulement l'histoire pharaonique qui nous parle, mais quelque chose de plus ancien encore, une vibration qui dépasse les millénaires. Le silence des temples n'est pas vide, il est rempli d'un écho. Cet écho ne dit pas clairement son origine, mais il invite à écouter, à pressentir. Cet écho d'un savoir plus ancien que l'histoire est peut-être la véritable force de l'Égypte. Elle nous rappelle que l'humanité n'est pas linéaire, que notre mémoire est fragile, qu'il existe des pertes irréversibles. Elle nous suggère que les civilisations d'aujourd'hui pourraient, elles aussi, devenir des échos pour d'autres peuples à venir, si leur mémoire venait à se briser. L'Égypte est donc un miroir. Elle nous montre à la fois ce que nous avons perdu et ce que nous pourrions perdre encore. Mais cet écho est aussi une promesse, car si des fragments ont survécu jusqu'à nous, cela signifie que rien n'est jamais totalement effacé. Chaque pierre, chaque symbole, chaque rituel est une graine d'éternité, une mémoire qui attend d'être relue. Peut-être que ce savoir ancien n'est pas définitivement perdu. Peut-être qu'il vit encore, enfoui dans nos mythes, dans nos rêves, dans ces étranges correspondances que nous découvrons entre les cultures. L'Égypte, dans sa majesté silencieuse, ne nous donne pas de réponse définitive. Elle nous offre plutôt une question. Elle nous demande « Qu'avons-nous oublié ?» et que reste-t-il dans nos pierres, nos contes, nos mémoires, de ce monde plus ancien que l'histoire ? Cette question, suspendue comme une étoile dans la nuit, nous accompagne lorsque nous quittons ces temples et ces déserts. Et dans ce silence, quelque chose résonne encore, comme un murmure au-delà du temps. Le savoir n'appartient jamais tout entier au présent. Il vient de loin, il s'efface, il revient. Et peut-être que l'Égypte, dans son mystère, n'a jamais cessé d'être la gardienne de cet écho primordial.